Johanna Van Gogh, la femme qui a fait Van Gogh, partie 4 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le vent de l'histoire est en train de commencer à tourner en faveur de l'œuvre de Van Gogh. C'est très bien qu'ils se chargent tous les deux de cette édition précipitée. L'intuition artistique d'Émile Bernard va s'allier au flair d'André Bonger, qui est agent d'assurance. Une semaine après son installation, elle a acheté une petite maison qu'elle va retaper intégralement. Alors elle achète ça grâce à l'argent de son père. Elle va la retaper et puis elle va en faire une pension. Et elle va y mettre les tableaux de Van Gogh. Elle va couvrir les murs de la pension des tableaux de Van Gogh. Et parmi les 600 tableaux restés à Pigalle, Émile et André on en choisit 300. Et ils lui ont expédié, ils lui envoient également 450 dessins. La villa s'appelle la villa Elma. La transformation commence à se faire et surtout les tableaux ont donné à cette pension une personnalité particulière. Si vous voulez, pour la première fois, les 2 chambres d'hôtes sont louées en même temps maintenant pour la fin de la semaine. Les premiers arrivants sont un couple d'Anglais très ternes, insignifiants, avec lesquels Johanna échange à peine 3 mots. Et puis 2 heures plus tard arrivent des Argentins exotiques, riches bien sûr, tous les 2 écrivains, mondains, modernes, et puis ils ont reconnu la force impression que leur a faite la Ronde de nuit de Rembrandt qu'ils ont vu au Rijksmuseum d'Amsterdam et se sont montrés fascinés par les tableaux de Van Gogh et ils ont emporté dans la Pampa argentine pour 30 florins de dessins de la première période de Van Gogh. Imaginez ça aussi un petit peu, vous achetez 30 florins, c'est-à-dire pour 3 fois rien, des dessins originaux de Van Gogh qui aujourd'hui doivent valoir quelques millions d'euros chacun. En même temps qu'elle apprend à diriger cette auberge, Johanna commence à considérer ce travail comme le prélude à une tâche plus urgente et nécessaire, faire maintenant connaître l'œuvre de son beau-frère. Entre Gauguin, qui est à la Martinique, et Lautrec, de plus en plus occupé par les bordels, Johanna a conscience d'être la première personne, en dehors du cercle familial, à réunir l'héritage secret de Van Gogh, ses lettres et ses tableaux. Il est maintenant temps de penser aux expositions de Van Gogh que Johanna devra organiser tôt ou tard, elle le sait. Une lettre de Van Gogh de 1883, là encore, elle prend cette lettre et elle y lit la description du paysage qui entoure une bergère et son troupeau à Drenthe, qui le pousse à peindre dans le lointain infini d'un soir un chemin noir et boueux entouré de fleurs sauvages et un ciel tellement lilas qu'il ne tolère aucune analyse. Et elle sent que chaque projet de tableau est déjà un poème. Elle trouve dans les lettres la défense de Van Gogh à propos de son amour pour Sienne. Johanna connaissait cette histoire qu'on racontait avec Gênes, bien sûr, dans les dîners de famille, le scandale qui avait représenté le choix de Van Gogh de vivre avec une prostituée et ses conséquences. Son père qui voulait le déshériter, le peintre qui se battait avec ses sœurs, Théo d'ailleurs qui avait cessé de tendre la main à son frère. Bref, maintenant que les lettres sont en sa possession, Johanna apprend certains détails qui révèlent l'intimité de cette intrigue amoureuse et intrigue clandestine. Van Gogh payait Sienne quelques pièces pour qu'elle pose pour lui. Un soir, elle s'est présentée à l'improviste, semble-t-il, dans le modeste atelier de Van Gogh. Il lui a demandé de s'en aller parce qu'il n'avait pas de quoi la payer. Je suis pas venu poser, je suis venu t'apporter ça, avait dit Sienne. C'était un plat de fèves et de pommes de terre. Elle savait qu'il n'avait rien à manger. Et c'est à ce moment-là, Sienne était malade, elle avait une petite fille, elle était enceinte, en plus sans avoir de compagnon, que Van Gogh lui a offert une place dans son logement de location. Il me semble que chaque homme qui vaut le cuir de ses souliers se trouvant devant un cas pareil aurait agi de même. Cette femme est attachée à moi comme une colombe apprivoisée. Voilà ce qu'écrit Van Gogh dans ses lettres. Et Johanna lit les lettres encore une fois. Et elle cherche ensuite les dessins de Van Gogh représentant Sienne. Et au fur et à mesure, ses yeux s'emplissent de larmes. C'était une véritable histoire d'amour, elle s'en rend compte. Et du coup, elle va arrêter l'idée de faire un roman des lettres, mais au contraire, elle va prendre les lettres et les tableaux et les réunir. Elle pense à cette stratégie, si vous voulez, une stratégie sérieuse pour que les toiles de Van Gogh commencent à circuler, de petites expositions, comme il le conseille d'ailleurs dans ses lettres à Théo. C'est Van Gogh lui-même qui dit ça. Et en fait, l'idée, c'est de beaucoup montrer et ne vendre que le nécessaire. Johanna
a l'intuition que ses premiers dessins, des dessins au crayon de menuisier et à la plume, pourraient être choisis pour la première exposition de Van Gogh en Hollande. Alors elle en fait encadrer une quinzaine. Ça coûte de l'argent, hein. C'est pas beaucoup une quinzaine, mais c'est tout ce qu'elle peut se permettre avec son budget actuel. Alors il y a quand même des moments où Johanna est au bord de l'effondrement. Ce qui l'accable, ce sont les visites qu'elle reçoit. Je ne peux pas le croire et je suis indigné. Ils reviennent, encore, jusqu'ici, à la Villa Elma, comme à Paris, les premiers jours qui ont suivi la mort de Van Gogh, se présentent des fanatiques avec l'idée insensée d'anéantir les tableaux. Ils les accusent de malignité et de folie. Sont-ils de la même secte que ces Parisiens venus à Pigalle dans la même intention? Je ne comprends pas comment ils ont découvert cette maison. Des religieux qui voient les signes du démon dans ces toiles déversent sur elles leur condamnation. Le suicide du peintre, la mort de mon mari. Faudra-t-il attendre de nouvelles victimes, disent-ils, et ils s'en vont en proférant des menaces. J'en parle à mes parents, ils éclatent de rire devant tant d'ignorance. Mais l'inquiétude ne me quitte pas. Alors elle est furieuse, elle marche vers l'hôtel de ville, elle va porter plainte évidemment pour menace, pour qu'ils ne reviennent plus la déranger. Et dans ce climat, une visite vient chasser les vents mauvais qui soufflent sur Boussoum. Boussoum, c'est le village dans lequel se trouve la villa. C'est Octave Mauss, un monsieur au visage imprécis, aux airs de dandy. C'est le fondateur du groupe des Vins qui, comme son nom l'indique, est en avance d'une décennie sur le reste du monde. Des artistes un peu extravagants qui veulent organiser à Bruxelles une exposition en hommage justement à l'œuvre de Van Gogh qu'ils adorent. Quelques tableaux, 2 paires de tournesols, le lierre grimpant, un verger en fleurs avec les peupliers qui traversent le paysage, un champ de blé au lever du soleil avaient déjà été exposés à ce salon l'année précédente, quand Lautrec avait voulu se battre en duel pour défendre cette œuvre. Voilà ce que elle écrit. La perspective qu'offre Octave Mauss m'intéresse. Il a emporté 8 peintures à l'huile et 7 dessins qu'il fera encadrer. Après tout, c'est à Bruxelles qu'avaient été vendus les 2 seuls tableaux, un autoportrait et la vigne rouge qui est apporté un peu d'argent à Van Gogh de son vivant. Nous fixons le prix à 250 pièces et par élégance, ni Mauss ni moi ne parlons de la commission que prendra le salon de Bruxelles. Nous savons tous les deux qu'elle sera équitable. À nouveau, Will, la sœur, arrive par le train. Elle a adhéré d'ailleurs au premier mouvement féministe des Pays-Bas, c'est important de le savoir, bien que les intellectuels européens les plus audacieux considèrent que le féminisme n'est rien d'autre que l'impossibilité tout simplement de compter sur un prince charmant. Elle n'est pas naïve, elle dit qu'elle se prépare à une longue bataille. Johanna d'ailleurs la questionne, une longue bataille, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, de 20 ou 30 ans, répond Will, bien sûr. Johanna trouve que c'est beaucoup trop long et elle va chercher un vin français à 40 francs, un bon vin que sa mère lui a apporté en cachette de son père. Quand elle revient, Will n'a changé ni de place dans le fauteuil, ni de sujet de conversation. Un jour, nous aurons le droit de vote et je veux que ce soit dans cette vie, pas dans la prochaine. Nous avons tout ça dans les lettres. Elle a regardé longtemps les autoportraits de son frère à ce moment-là, et elles se mettent tout de suite d'accord toutes les deux. Van Gogh ne cherche pas dans les portraits, les siens ou d'autres d'ailleurs, la ressemblance photographique, mais l'émotion de ce qui brille devant ses yeux. Elle se rappelle une conversation avec son frère. Il lui avait dit « Je voudrais faire des portraits qui dans un siècle frappent les gens comme des apparitions ». Alors elles n'ont plus de doute toutes les deux, Van Gogh était un grand poète avant de devenir en fait un grand peintre. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant, je suis pas très calé sur Van Gogh, mais c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur cette émission. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.